EDF a été considéré comme étant l'architecte ensemblier de l'ensemble et l'opérateur du service public de l'électricité. Système, j'insisterai là-dessus, intégré, cohérent et optimisé, comprenant la production, le transport, la distribution. 4 défis quasi impossibles à tenir dans la France de 1946. Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, 2,5 fois moins cher que l'Allemagne. Un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les 4 paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi? Comment? Puisqu'on est arrivé à l'asymptote, comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle? Et c'est ça que je voudrais évoquer aussi devant vous aujourd'hui. Moi, je vois 2 acteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. Alors, l'Europe, toute la réglementation européenne depuis 10 ans n'a comme conséquence que la désintégration de l'entreprise EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui bien sûr fait le bonheur des peuples. Bon. On voit ce que ça donne en matière d'énergie. Et qui s'est traduit comment en termes concrets pour l'entreprise EDF. Moi, quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne me parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. Un barrage étant essentiellement un outil d'optimisation du système électrique, puisqu'il est la seule pile à combustible intelligente et efficace qu'on ait aujourd'hui. Un barrage sert d'abord à stocker, beaucoup plus qu'à produire. Donc la mise en concurrence consistait à supprimer le stockage. C'est génial. Et on voyait débarquer sur nos sites des Canadiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, enfin tout le monde allait visiter les barrages. Alors, il se trouve que les barrages appartiennent à l'État et sont gérés par EDF. Bon, l'État avait envisagé d'obéir à la doctrine européenne et de mettre en concurrence les barrages. Je me suis battu, évidemment, avec l'ensemble de l'entreprise. Rien n'a été conclu, mais rien n'est réglé. On reste en lévitation. La règle européenne existe toujours. On ne l'a pas encore respectée. On sera sanctionné, sans doute. La deuxième loi géniale, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisqu'inférieur au coût de revient de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, à l'heure, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Bon. Je l'ai dénoncé pendant des années, avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Mais les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Et pour couronner le tout, il fallait évidemment séparer les réseaux de distribution et de transport du reste, c'est-à-dire que EDF aujourd'hui est une espèce d'Autriche-Hongrie rabougrie, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a eu un empire et puis il y a une société qui est un producteur d'énergie électrique qui n'a plus accès à ses clients, dont son optimisation dépend d'une société RTE qui est en lévitation, avec laquelle elle n'a plus de rapport possible, puisqu'il est interdit de s'en occuper. Et tout ça va dans le sens de la désoptimisation totale du système auquel nous avons droit aujourd'hui. Le deuxième acteur quand même du paysage, c'est la politique nationale française. On a assisté à la recherche pathétique d'un accord électoral avec un parti antinucléaire
dont la seule doctrine était celle-là. Alors, on en voit les prémices dès 1997-1998, avec l'abandon des réacteurs à neutrons rapides. C'est la première infraction dans le système, qui remettait en cause la logique du système nucléaire français. Ensuite, il y a eu évidemment Fukushima et la formidable opération médiatique autour de Fukushima, les 20 000 morts de Fukushima qui n'ont jamais existé, puisqu'on a confondu le tsunami et l'accident. Et puis l'apogée quand même, puisqu'il y a toujours une apogée, c'est quand même la campagne de 2012, avec son cortège de joyeuseté. La fermeture envisagée et annoncée de 28 réacteurs nucléaires, bon, rien que ça. Et puis qui s'est transformé progressivement parce qu'il fallait quand même trouver une sortie par l'engagement sur la fermeture de Fessenheim. Bon, mais l'engagement de baisser à 50% la production électronucléaire française, enfin la part du nucléaire dans les besoins électriques. Alors mieux que ça, parce que j'ai assisté, évidemment, les bras avec beaucoup de désespoir à la mise au point d'une théorie absurde qui m'a été imposée à l'époque avec beaucoup d'insistance par les pouvoirs publics, qui était la théorie de la décroissance électrique. Il était de bon ton d'accepter l'idée de gré ou de force qu'il fallait considérer que la demande électrique allait baisser en France. Et que par conséquent, le nucléaire était surpuissant et qu'il fallait en diminuer la puissance. Alors, tout ça a eu comme conséquence d'abord la baisse des efforts de recherche, évidemment le désalignement des stratégies des entreprises dépendantes de l'État, c'est-à-dire CEA, Areva et EDF, qui ont été mus par des courants divergents, avec comme corollaire l'affaiblissement évidemment global du système et, j'allais le dire presque anecdotiquement, mais c'est essentiel, les difficultés de recrutement qu'on a connues, c'est-à-dire que dans ce paysage où le nucléaire était considéré comme infâme et où il fallait absolument baisser, considérer qu'il n'y avait pas d'avenir au nucléaire, comment voulez-vous recruter des gens compétents ? Le nucléaire avait disposé des meilleures compétences possibles dans ce pays qui sait fabriquer des engins à très haut niveau, mais je dois considérer, je vous demande de m'en excuser, qu'EDF ne surpaye pas ses collaborateurs de très bon niveau, sont normalement payés mais pas surrémunérés. Donc les différentiels de rémunération entre l'industrie et la finance sont devenus gigantesques. Entre l'industrie privée et EDF, l'écart s'est encore creusé. Et pour finir, on vous dit, vous n'avez pas d'avenir et vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Évidemment, c'est très attractif. Et donc, on a depuis 10 ans une panne de recrutement de gens de qualité qui va se sentir aujourd'hui quand, par un hasard extraordinaire, on veut relancer le nucléaire. Voilà la situation. Alors, rien n'est jamais désespéré, mais les choses ont été très, très, très abîmées. Je considère que le constat aujourd'hui est facile, parce que quelques événements extérieurs ont fait qu'il s'impose à nous assez naturellement, alors qu'on le voyait depuis des années et que je l'ai dénoncé depuis très longtemps. Et face à ce constat, que faire pour redresser la situation ? On va y venir. Moi, je pense qu'il faut se consacrer à des sujets prioritaires et à des actions prioritaires. La réflexion est faite. C'est l'action qui doit aujourd'hui être menée. Si j'osais, je vous dirais, donnez donc la priorité au développement, au développement de l'hydraulique. Il y a encore des opportunités d'accélérer dans l'hydraulique en France. Pourquoi hésiter ? Pourquoi attendre ? Et puis, faisons ce qu'il faut pour sécuriser le prolongement de la durée de vie du parc nucléaire existant. Si on faisait l'un et l'autre, on pourrait progressivement redresser la barre et se donner le temps de relancer le nucléaire, parce qu'il faudra 10 à 15 ans pour relancer le nouveau nucléaire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais le principe même de ce prix de cession était absurde, puisque le principe même pour un industriel d'accepter de céder sa propre production à ses concurrents virtuels qui n'ont aucune obligation de production eux-mêmes, c'est quand même surréaliste. Donc on a fait la fortune de traders, pas d'industriels. On n'a pas de concurrents, si peu.
quelques éoliennes qui sont dispersées au cas de vent et quelques champs photovoltaïques. Vous voyez d'ici l'aspect risible du sujet. Non, et vous voyez des campagnes de communication de ces traders qui prétendent vendre de l'énergie verte. Je vous vends de l'énergie verte. J'ai des camarades, c'est la mienne. Et on a assisté à ça pendant des années. Avant que le client, qui lui-même s'est laissé abuser, finisse par se rendre compte du fait qu'il n'avait plus de garantie. Cette fameuse garantie dont il s'était, au fond, félicité pendant des années, puisque le tarif régulé lui permettait d'avoir une visibilité, une certitude, une garantie, une cohérence, tout ça a disparu. Où est le service public de l'électricité qui nous a tant et tant récompensés? Pourquoi l'avoir abattu? Le seul chantage qui m'obsède, c'est l'intérêt de la France. Pourquoi prendre la France en otage de ce genre de réglementation absurde? Comment est-ce qu'on explique cette réglementation? Je voudrais qu'on ait simplement la question de fond, c'est pour qui, à quoi servent ces réglementations? Quel est le but? Alors, à chaque fois, on me disait, oui, mais le but, comprenez, on fait le bonheur du peuple. La libre concurrence. Mais il n'y a qu'un seul producteur, camarades. La libre concurrence. Il était clair que ça allait se traduire par un désastre. On y assiste aujourd'hui. À votre arrivée, ou quasi simultanément, se produit donc, le rapport Champsaur est rendu au ministre de l'époque, Jean-Louis Borloo, qui met en œuvre l'une des deux préconisations principales du rapport, qui est ce qui devient l'Arenh. Vous avez dit que vous avez à de nombreuses reprises alerté. Est-ce que c'est-à-dire que vous avez eu des entretiens avec le ministre de l'époque pour lui expliquer que vous considériez que c'était une erreur et une faute industrielle pour EDF? Bien sûr. Très bien. Quelle a été la réponse apportée? Politique. C'est-à-dire? Je comprends. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Il arrive un moment où la décision l'emporte sur les réflexions, et ce moment, on ne peut pas l'éterniser. Je trouve que cette démarche, encore une fois, cette mesure était inique. Elle était destinée à casser la logique d'une entreprise comme EDF. Et je déplore qu'elle ait été acceptée par le gouvernement français, sous la pression, bien sûr, bruxello-allemande. Avoir des ministres dont la durée de vie ne dépasse pas 9 mois est quelque chose d'assez difficile à gérer. Je le dis pour l'avoir vécu. Donc, chaque ministre est évidemment très demandeur de communication d'une part, et puis d'attacher son nom à quelque chose qui soit populaire. Donc, le fait de prendre la décision de refuser l'augmentation des prix de l'électricité était effectivement à court terme relativement populaire. J'ai eu droit à ça aussi. Je dis, monsieur Proglio, vous avez fait une bonne affaire sur notre dos. Hein. Je dis, mais c'est grâce à vous, madame la chancelière, elle n'a pas apprécié du tout. Je dis, vous êtes sorti du nucléaire. Donc, bon. Alors ça l'a beaucoup énervé. Elle m'a dit, monsieur Proglio, je vais être très clair avec vous. Je suis une Allemagne de l'Est. Je suis une scientifique d'Allemagne de l'Est. Je crois totalement au nucléaire. Mais elle a été en pleine période, en 2012, d'élections régionales. Elle avait perdu le Land de Baden-Württemberg, justement, et le Land de Hesse, etc., et quelques grands Länder allemands. Et donc, elle était en phase d'élection générale à haut risque. Et il fallait qu'elle bâtisse un accord de coalition. Évidemment, elle était engagée dans une négociation avec le SPD, mais elle voulait avoir une alternative parce que sinon, elle était coincée par le SPD. Elle a donc ouvert une négociation avec les Verts conservateurs allemands. Chez les Allemands, vous avez des Verts conservateurs et des Verts de gauche, ce n'est pas les mêmes. Et pour boucler cette négociation, elle a lâché le nucléaire. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, je le fais pour des raisons politiques, pas du tout techniques ni scientifiques.
Donc, l'Allemagne est consciente de ses responsabilités. L'Allemagne est consciente de ses propres enjeux et de ses propres intérêts. D'ailleurs, personne ne parle en Allemagne du couple franco-allemand. Il n'y a qu'en France qu'on parle du couple franco-allemand. Donc ça me donne le sentiment d'une femme désespérée qui s'accroche à son homme en disant « on est un couple », qui est prêt à tout lâcher pour que le couple ait l'illusion d'exister. Je pense qu'on n'a rien négocié contre le sacrifice d'EDF. En tout cas, je n'ai pas connaissance de contrepartie qu'on ait obtenue. C'est pénible, mais bon. Donc c'est la seule réponse que je puisse faire à votre question. Je ne vois pas pourquoi la France ne prend pas l'initiative, comme l'Espagne et le Portugal, de sortir du marché européen de l'énergie. Je ne vois pas pourquoi la France ne prend pas l'initiative, comme l'Espagne et le Portugal, de sortir du marché européen de l'énergie. Je crois qu'il ne faut pas nuancer son propos. Enfin, il est hors de question que la France se prive de ses barrages. La France doit dire à l'Europe « niet ». La France doit dire à l'Europe « niet ». D'où sort cette espèce d'absurdité qui consiste à dire que grâce à notre relief et grâce aux investissements faits par la nation, puisque les barrages appartiennent à la nation française, pas à EDF qui les gère. Pourquoi est-ce qu'on irait donner... ça serait un gâchis épouvantable en termes industriels et économiques, puisqu'encore une fois, il serait acheté pour la valeur de production et pas pour la valeur de stockage, qui est immatérielle, qui a la valeur d'optimisation. Donc il faut simplement dire non. Bon. Quitte à payer des amendes. Les troupes belges vont envahir la France. Non, mais de quoi on parle? Donc, s'il s'agit de négocier des amendes, on négociera des amendes. Si amende il y a. Mais il appartient à ce pays de faire valoir ses intérêts vitaux. Je ne vois pas pourquoi. C'est ce que j'ai plaidé pendant toute ma période de présence à la tête de cette maison. Quelle raison d'absurde est-ce qu'on accepterait de faire des appels d'offres de gestion des barrages? Ça n'a pas de sens.